Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 5e épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple. On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver et on espère que c'est la même chose de votre côté. On salue nos nouveaux auditeurs et on les remercie de prendre le temps de nous rejoindre. N'oubliez pas de liker notre page Facebook, de vous abonner à notre compte Twitter ou à notre page YouTube. Et surtout, faites connaître ce podcast autour de vous s'il vous plaît, Et s'il vous plaît. Et vous pouvez notamment mettre une note sur Apple Podcasts, ça permettra à d'autres de nous découvrir. Alors on commence tout de suite, comme d'habitude, par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, Guillaume, tu voudrais nous parler de Samuel Paty. Je vais vous parler effectivement de deux sujets qui ne sont pas des sujets les plus récents, mais qui sont des sujets qui, pour des raisons différentes, nous ont touchés. Le premier, c'est l'assassinat de Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Conflans-Sainte-Honorine, suite à la présentation aux élèves pendant un de ses cours des caricatures de Mahomet. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails que vous pourrez retrouver sur Internet, sur qu'est-ce qui a conduit en tout cas à cet acte barbare en France au XXIe siècle. Mais il me semblait important de rappeler quelle était la position de la France en termes de laïcité et pourquoi il est important qu'on soit tous conscients qu'aujourd'hui ce qui se joue ici à travers cet assassinat, c'est nos libertés à tous et à toutes. Que ce soit la liberté religieuse, mais aussi la liberté d'expression. Ça fait partie des libertés fondamentales, avec notamment la liberté de la presse. Ce sont trois valeurs que nous devons aujourd'hui chérir plus que d'habitude. On sait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a de nouveaux enjeux qui se présentent. On sait qu'aujourd'hui, une vidéo qui va être diffusée sur ces réseaux sociaux va avoir un impact beaucoup plus important que du temps où elle était diffusée via Messenger ou des réseaux qui étaient à l'époque assez limités. On sait aussi qu'on interprète de plus en plus, et c'est lié aussi à l'avènement des fake news, on interprète de plus en plus des événements sans en connaître réellement la profondeur. Donc plus que jamais, je pense que ça nous oblige à être extrêmement vigilants sur ce que nous diffusons sur les réseaux sociaux, sur ce que nous lisons, sur ce que nous écrivons, être capable d'aller vérifier une source. Alors une source, c'est pas l'individu lambda qui fait sa vidéo sur YouTube et qui se déclare épidémiologiste ou spécialiste en politique. Une source, c'est un média, par exemple, qui aura fait une enquête approfondie sur le sujet. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est tous concernés par ce sujet et qu'on a tous un rôle à jouer aussi pour montrer que, voilà, en France, on peut être croyant, on peut être musulman, catholique, juif, on peut aussi être athée, on peut être pour autant des défenseurs de la laïcité, et on doit malheureusement aussi être conscient que toutes les paroles que l'on dit n'ont pas le même impact aujourd'hui qu'elles pouvaient avoir il y a quelques années. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le prix Nobel de la paix qui a été remis dans une relative discrétion cette année, et presque dommage, au Programme alimentaire mondial. Il a été remis au début du mois d'octobre. C'est jamais une chose facile quand on lit un peu les différents articles qui ont été faits sur cette remise de prix, de remettre un prix Nobel de la paix, surtout dans un temps où, entre l'épidémie de coronavirus, entre des tensions dans un certain nombre de régions du monde, toujours au Moyen-Orient, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a des conflits ouverts qui sont toujours là et bien là, et puis les conflits larvés, notamment au Sahel. C'est jamais facile de remettre un prix Nobel de la paix, et c'est tout un symbole en fonction de ceux à qui il est remis. Alors on ne va pas revenir sur le fait que des rumeurs donnaient Donald Trump comme l'un des candidats au prix Nobel de la paix. Je crois que, écoutez, voilà, il s'est passé un certain nombre de choses pendant son mandat qui effectivement pouvaient montrer qu'il avait
essayer en tout cas œuvrer pour une certaine forme de paix, probablement une paix économique aussi, c'est un peu son intérêt, notamment entre Israël et les pays du Moyen-Orient. De là à lui remettre un prix Nobel, voilà, c'est peut-être un peu loin, mais cette année, c'est plutôt une proposition, on va dire, de consensus qui a été retenue du coup par le jury du prix Nobel, puisqu'il a été remis donc, comme on le disait, au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. C'est un programme, c'est un prix Nobel qui récompense donc une forme de multilatéralisme, c'est-à-dire qu'au lieu de remettre à une personnalité, on va le remettre à un programme qui œuvre dans un certain nombre de pays tout autour du monde en même temps. C'est une forme aussi, une façon de ne pas prendre trop de risques pour de scinder encore plus en choisissant une personnalité qui ne ferait pas forcément l'unanimité ou qui risquerait d'apporter des divisions. Là, c'était un prix Nobel sans danger, entre guillemets, pour le comité Nobel, mais pour autant important, puisqu'il rappelle aujourd'hui que, plus que jamais, en cette période de pandémie, la faim reste un problème dans le monde, notamment en Afrique, notamment dans certains pays d'Asie, et que même si ça paraît très loin de nous dans nos sociétés européennes, le fait de se dire qu'on peut mourir de faim, eh bien, c'est toujours le cas, et que ces programmes-là ont toujours énormément d'intérêt et énormément de raisons d'être, en tout cas, et que voilà, ils contribuer à l'équilibre et à la transmission à faire en sorte que chacun puisse avoir suffisamment de quoi manger, c'est aussi contribuer à la paix et à la stabilité dans un certain nombre de régions du monde qui en ont bien besoin. Max, tu veux peut-être nous parler maintenant de notre dernier petit point sur l'actu. On va parler Europe, comme d'habitude pour ce dernier point, et on va parler État de droit. Donc ça vous rappellera peut-être des souvenirs si vous avez écouté nos précédents épisodes. Exactement, Guillaume. Alors pour décrypter l'Europe aujourd'hui, on va parler de conditionnalité des financements européens sur les questions d'état de droit. Vous vous souvenez que c'était un des sujets sur lesquels le Parlement européen avait été monté au créneau, exprimé une position très ferme sur la nécessité d'inclure une conditionnalité au financement européen à un respect de l'état de droit. Et je voulais aujourd'hui vous faire un petit point parce que voilà, en fin de semaine dernière, un accord a été trouvé entre les représentants des États membres, sous la présidence allemande de l'Union européenne, le Parlement et la Commission européenne. Ce qui va permettre en fait au budget européen d'être approuvé, parce que c'était un des points problématiques. Vous le savez notamment, la Hongrie et la Pologne étaient particulièrement opposées à toute conditionnalité parce qu'ils se sentent un petit peu visés, et c'est pas c'est un peu normal. Alors juste un peu, on rappelle qu'il y a des LGBT free zones en Pologne notamment, dont on vous a parlé il y a quelques épisodes en arrière. Voilà. Et puis beaucoup de problématiques sur le pouvoir judiciaire dans ces deux pays. Alors, on va très rapidement faire le point sur les modalités de cet accord, qui n'est pas un accord parfait, selon les mots mêmes des parlementaires européens, mais néanmoins qui permettent de faire progresser et d'aller de manière plus concrète sur ce mécanisme de respect de l'état de droit. Donc le Parlement a notamment fait des concessions sur le processus de décision, parce que les sanctions seront approuvées par le Conseil sous la majorité qualifiée et non pas sous une majorité qualifiée renversée comme il le souhaitait. Les membres du Parlement, les parlementaires seront associés au travers d'un dialogue, mais ne participeront pas au processus de sanction. Le Conseil a agréé d'élargir le périmètre de ce mécanisme de sanction, qui ne couvrira pas seulement les irrégularités dans l'utilisation des fonds, mais toutes les atteintes à l'état de droit qui affecteront ou auront un risque sérieux d'affecter l'utilisation des fonds européens ou les intérêts financiers de l'Union européenne d'une manière suffisamment directe. Le Parlement a aussi obtenu, dans les négociations, de pouvoir protéger
les bénéficiaires finaux de l'aide, parce que effectivement le risque c'est que en empêchant, en faisant adopter des sanctions, au final ce soit les bénéficiaires finaux des aides européennes qui en souffrent. Et enfin, le dernier succès du Parlement, c'est sur la durée, parce que au départ, il y avait une durée qui était évaluée à 12 à 13 mois, donc à peu près un an pour que les sanctions soient adoptées contre un État membre. Et finalement, ce délai a été réduit à maximum 9 mois. Voilà, donc ce sont les modalités de l'accord qui a été obtenu et le Parlement est assez satisfait d'avoir pu faire un peu plier le Conseil. Naturellement, la Hongrie et la Pologne ne sont pas ravis, mais c'est une bonne nouvelle quand même que cette notion du respect de l'état de droit puisse être associée plus concrètement à des sanctions dans le cas de failles et de non-respect de l'état de droit dans les pays de l'Union européenne. Absolument, et oui, c'est un sujet dont on vous reparlera probablement encore parce que c'est un sujet en cours, mais ça nous rappelle une fois de plus que voilà, l'État et la démocratie et les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui fonctionnent et a une forme d'équilibre qui n'existe que parce que nous sommes tous là pour le protéger. Alors Guillaume, point Belgitude rapidement. Alors très rapidement, un point Belgitude qui est plutôt un point statistique, presque aujourd'hui j'ai envie de dire. C'est d'abord un mea culpa de ma part, puisque j'ai été effectivement lors du dernier podcast assez virulent sur notre point Belgitude. Alors je maintiens certaines des positions que j'ai eues en disant que les premières demandes et les demandes assez soudaines du gouvernement belge de changement, notamment dans les établissements culturels, ont été apportées de façon un petit peu violente et avec fort peu de concertation. Et en même temps, je reconnais derrière que quand on est dans une épidémie comme celle du Covid, c'est inédit. On se doit, quand on est à la tête du gouvernement, qu'on soit en Belgique ou en France ou ailleurs, de prendre des décisions extrêmement rapidement pour permettre de faire changer les chiffres au plus vite. Et alors j'en profite donc pour faire un peu vous parler aussi de l'application qui s'appelle chez nous en Belgique Coronalert. C'est votre Tous Anti-Covid en France. Quel nom, ce Tous Anti-Covid quand même. C'est cette application qu'on vous suggère très fortement de télécharger, dont on a même téléchargé les deux. Parce qu'on s'est dit que peut-être qu'un jour on pourrait retourner en France. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne prend pas de décision trop en avance. Si un jour on va en France, elle nous servira. Mais bref, je vous encourage à télécharger ces applications parce qu'elles vous permettent notamment, si vous devez vous déplacer pour aller au travail, si vous devez vous déplacer pour X ou Y raison, pour aller rendre visite à un proche qui en a besoin, ou quelle que soit la raison, de savoir si à un moment ou à un autre vous avez été en contact avec une personne qui serait porteuse du virus. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que ça vous permet de limiter les risques, en espérant que la personne à côté, évidemment, ait aussi téléchargé l'application, mais c'est une question aussi de responsabilisation de chacun. Et je crois que c'est très important. Et ce que je constate notamment, c'est que sur les applications, sur Coronalert comme sur Tous Anti-Covid, c'est aussi une façon d'avoir les derniers chiffres à jour sur ce qui se passe et où en est l'épidémie. Donc j'ai envie de dire qu'en ce moment, on est plutôt dans une phase optimiste en Belgique, puisqu'a priori, on a atteint le pic de la deuxième vague, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait pas tant de temps que ça. Alors il y a eu un semi-confinement depuis maintenant quasiment 3 semaines et un confinement depuis 10 jours. Le nombre d'infections quotidiennes relevées baisse désormais, il n'augmente plus. Il a baissé de 34% entre le 29 octobre et le 4 novembre. Les admissions à l'hôpital continuent à augmenter, mais de façon relativement modérée. On est passé de plus de 100% il y a quelques temps à toujours sur cette semaine du 29 octobre au 4 novembre, 14%. Voilà, c'est une façon aussi de se tenir au courant. Alors, ça n'aide pas effectivement à prévenir le futur, mais je crois que comme je l'ai dit au début de cette petite mini-rubrique, voilà, le futur, aujourd'hui, on ne le prévoit pas à plus de quelques jours ou quelques semaines maximum à l'avance. Moi qui travaille dans l'événementiel, dans la culture, je sais qu'aujourd'hui, on a essayé d'être très optimiste au mois de septembre et de prévoir des choses 3, 4, 5 mois à l'avance, et même aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc, on fait un peu au coup par coup des propositions en fonction de
de ce que chacun peut mettre sur la table et surtout en fonction des directives du gouvernement. Je précise d'ailleurs que le gouvernement belge a prévenu que, contrairement à ce qui s'était passé entre la première et la deuxième vague, ici, il ne serait pas question de revenir à une vie aussi normale que ce qui avait été le cas entre les deux premières vagues, mais vraiment que certaines mesures allaient rester en place plus longtemps pour permettre d'éviter de mieux maîtriser l'épidémie jusqu'au moins au printemps et d'éviter qu'on se retrouve de nouveau avec des tensions sur le système hospitalier qui en ce moment sont très très fortes. Et c'est aussi le moment de faire un grand bravo et un grand merci et de nous faire preuve d'humilité face au travail que font en ce moment les personnels hospitaliers, tous ceux qui sont mobilisés sur le front, aussi tous ceux qui travaillent pour ce qui font partie des commerces nécessaires ou des... Merci Guillaume, effectivement, c'est extrêmement important et chacun de nous peut jouer un rôle à notre mesure. Alors, on vous avait pas, on a oublié de vous donner le titre de ce podcast en début d'épisode. On a pensé qu'on allait l'appeler En attendant Godot, parce que c'est vrai, on est un peu dans ce moment où on a l'impression que le temps s'arrête. Le temps s'arrête un peu parce que oui, forcément, nous qui télétravaillons à 100% quasiment, voilà, on est toujours dans le même espace, hein, on se retrouve comme au printemps. Et puis aussi parce que ces derniers jours, vous l'avez peut-être aussi suivi comme nous, alors peut-être de manière moins intense que nous, mais le temps a semblé extrêmement long pour connaître les résultats des élections américaines. Absolument. On a eu beaucoup de nouveaux amis ces quelques jours, notamment sur France 24 et sur CNN. On connaît tous les présentateurs par cœur et alors on a découvert cette invention géniale qui est le Magic Board, le tableau magique. Cet écran sur lequel, on vous mettra ça sur Twitter, c'est cet écran sur lequel un présentateur... avec ses jolis petits doigts, se balade d'un État à l'autre des États-Unis, met des couleurs, compte des votes, met en place des stratégies pour qui pourrait gagner, puisque, comme on vous l'avait expliqué il y a 2 semaines maintenant, ce qui compte, c'est the path to victory, the path to 270, le chemin vers la victoire, le chemin vers les 270 grands électeurs aux États-Unis. Et effectivement, ce tableau magique est assez impressionnant parce que ça permet de suivre au jour le jour, j'allais dire heure par heure, minute par minute, l'évolution du comptage des voix dans les différents comtés des États clés. Et on a beaucoup appris. J'imagine que vous tous savez maintenant positionner le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada, l'Arizona sur la carte des États-Unis parce que ces quelques États ont été au cœur de l'attention des médias aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Et on notera d'ailleurs notamment que dans les États clés, Pennsylvanie, Géorgie, Arizona, Nevada notamment, les marges sont extrêmement minces et qu'il était donc d'autant plus incertain pendant longtemps de qui allait gagner. Que c'est finalement la Pennsylvanie hier soir, donc aujourd'hui on est le 8 novembre, donc le samedi 7 novembre dans la soirée en Europe, qui a fait basculer l'élection, puisqu'elle a donné 273 grands électeurs à Joe Biden, 279, même si on compte le Nevada qui lui a été attribué un peu plus tard dans la soirée. Et que donc voilà, on a maintenant un nouveau président aux États-Unis, et je relèverai quelque chose qui est pour moi encore plus symbolique et encore plus important. Il y a pour la première fois, une vice-présidente des États-Unis qui est une vice-présidente qui est née d'une mère indienne et d'un père jamaïcain. On espère qu'elle portera, ça contribuera aussi à réduire les fractures et les inégalités qui sont énormément creusées et qui ont été creusées au marteau-piqueur depuis 4 ans aux États-Unis, avec l'avènement du précédent président. On les appelle président élu et vice-président élu, puisque à ce stade, Donald Trump reste le président des États-Unis jusqu'au jour de l'inauguration, le 20 janvier 2021. Ils seront formellement
ils auront formellement ce titre le 15 décembre, lorsque les grands électeurs feront le vote, puisque vous vous souvenez de l'épisode précédent, vous avez expliqué le collège électoral aux États-Unis. Mais c'est vrai que depuis samedi soir, les marges sont suffisamment importantes pour que les grands médias américains aient pu confirmer qu'ils étaient bien ceux qui avaient gagné, qui avaient remporté l'élection. Alors, ça a été aussi plus long que d'habitude, Guillaume, parce que Donald Trump avait déjà annoncé dès avant les élections que s'il ne remportait pas l'élection, c'est parce qu'il y aurait eu de la fraude. Et il a continué tout au long de ces derniers jours de dire qu'il fallait arrêter de compter les voix, que toutes les voix qui avaient été envoyées par... Stop the count. Voilà, toutes les voix qui avaient été envoyées par la poste étaient en fait des votes illégaux. Il faut savoir que dans certains États, la loi permet qu'un bulletin de vote qui a été validé par le bureau de poste toujours jusqu'au 3 novembre, le jour de l'élection, puisse arriver quelques jours après et soit considéré comme valide. Et donc Donald Trump a continué à jouer notamment sur ces subtilités-là pour dénoncer des fraudes électorales et dénoncer en gros qu'on lui aurait volé l'élection. Et on peut notamment regretter un discours dès le soir de l'élection, mais aussi quelques jours plus tard, où vraiment c'était pitoyable. Il expliquait qu'on était en train de lui voler l'élection, qu'il avait fait des grands scores et tout ça. Mais on dirait que tu le portes pas vraiment dans ton cœur, en fait. Bon. Non, mais disons que je crois qu'à un moment donné, quand on est président des États-Unis, je crois que ce qui m'a le plus choqué, pour être tout à fait honnête avec vous, et je l'ai dit sur Twitter, c'est le fait que sa deuxième conférence de presse, je crois que c'était vendredi, elle a eu lieu depuis la salle de presse de la Maison Blanche, donc avec le logo Maison Blanche, présidence des États-Unis, voilà, le sceau du président derrière lui. Et je crois qu'il faut arriver à distinguer, quand on est président, sa personnalité de candidat, et ce que sa campagne, donc son équipe de campagne peut dire, et ce qu'on dit en tant que président. Et là, il a fait il a tout mixé, le mélange des genres qui n'est pas bon. Il faut dire que c'est pas la première fois non plus, parce que ses principaux conseillers sont quand même ses deux fils, sa fille et son gendre. Voilà, pour dire que le mélange des genres chez Donald Trump, c'est malheureusement pas nouveau. Moi, on vous mettra le lien sur Twitter, la lettre d'Amérique, qui vous explique un peu pourquoi le fait d'être un loser chez Trump, c'est quelque chose qui n'était absolument pas envisageable. Un perdant, c'est pas dans sa mentalité. Il a été élevé dans une famille où le fait d'être perdant, c'était vraiment la pire des choses qui pouvait arriver à une personne. L'échec n'était pas envisageable. Et ça explique peut-être aujourd'hui un peu pourquoi c'est si compliqué pour lui d'admettre que les choses sont finies. Voilà. Et il en a fait sa marque de pas de campagne, mais sa marque de personnalité, puisque déjà dans le talk show qu'il animait, You fired. Voilà, vous êtes viré. C'était vraiment, il humiliait les gens parce que c'était des nuls. Voilà. Alors, c'est vrai que ces derniers jours, c'est assez étonnant parce que on a fait un peu un break du Covid qui était omniprésent. Et nous-mêmes, on était quand même assez étonnés, puisqu'on avait CNN branché notamment pas mal ces derniers jours à la télé, de voir qu'il n'y avait que ce seul sujet des États-Unis, des élections, alors même que si on nous promettait des nouveaux décomptes dans les minutes qui viennent, il pouvait se passer des heures et des heures et des heures sans que rien ne se passe. Les chiffres de la pandémie aux États-Unis sont complètement hors de contrôle, un peu comme en France d'ailleurs. Voilà. On est au-dessus de 150 ou 160 000 cas aujourd'hui par jour, donc c'est énorme, y compris à l'échelle des États-Unis. Mais on sent combien c'était important pour eux, et c'était un moment crucial dans ces dernières années. Et d'ailleurs, on va dire que c'est la première bonne nouvelle depuis le début de l'année 2020 aussi. C'est sûr. On a senti une forme de soulagement chez pas mal de gens, et pas seulement chez les Américains aussi. C'est une élection qui a des répercussions partout dans le monde.
Bon, voilà, on va peut-être s'arrêter sur notre point États-Unis. Simplement juste un mot pour dire, d'une part, que Joe Biden a dit dans son speech de samedi soir, qui était un peu le discours où la première fois où il parlait en tant que président élu, que le coronavirus serait sa première priorité et qu'il allait, dans le cadre de sa transition, focaliser ses efforts là-dessus pour que, dès le 20 janvier, il puisse y avoir des mesures fortes qui soient mises en place. Deuxièmement, il faut aussi dire que en relation avec le Brexit, ou en tout cas la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, Boris Johnson, lui, est peut-être un peu moins confiant parce que, en tant que descendant irlandais, Joe Biden avait notamment toujours regretté que le Royaume-Uni soit parti de l'Union européenne. Et Joe Biden, contrairement à Donald Trump aussi, est capable d'expliquer ce que sont les accords du Vendredi Saint et en quoi est-ce que ça représenterait un danger pour la sécurité et la paix en Irlande si jamais ces accords étaient remis en cause. Je crois que j'ai vraiment hâte d'arriver au prochain podcast. On espère avoir beaucoup de choses à vous dire sur le Brexit parce que ça pourrait changer un certain nombre de choses. Il y a eu une petite accélération, mais pour l'instant, sur les grands sujets, ça reste encore un peu compliqué, la pêche et ce qu'ils appellent le level playing field. Mais on peut de façon relativement confiante dire que Boris Johnson attendait les résultats de l'élection présidentielle avant de lancer les dernières offensives. Affaire à suivre. Sinon, on voulait, puisque quand même, ce podcast n'est pas que sur les questions internationales, mais plutôt centré sur la vie de couple, vous faire un petit retour en bref sur quelques petites choses qui se sont passées pendant ces 15 derniers jours. Alors là, on vous parle depuis un studio d'enregistrement, mais lumineux, beau, presque fini... Voilà, parce que on a fait le week-end dernier, on avait 3 jours parce que le premier, le lundi était férié. On rappelle que les Belges ont ce système formidable pour les jours fériés qui font que quand ils tombent un samedi ou un dimanche, on les récupère le vendredi ou le lundi. Et ouais. Bingo. Bon, du coup, nous on en a profité pour faire de la peinture et notamment, vous vous souvenez. Depuis le début de ce podcast, on vous dit qu'on aime, à un moment donné, on va repeindre ce qui est caractérisé notamment par une de mes collègues comme l'intérieur d'un lapin de Pâques avec des couleurs jaunes et vertes assez pétantes. Et donc, on est pour l'instant sur une couleur blanche qui est beaucoup plus neutre, mais dans la mesure où on a 2 Velux, et notamment un Velux qui est très lumineux, c'est assez chouette. Voilà, l'intention de commander pour Noël 2 Fat Boy pour pouvoir venir se poser ici en hiver sous les toits et lire au soleil. Bon, pour l'instant, c'est des vœux pieux, mais on verra ce que ça donnera à moyen terme. Voilà, alors dans les autres occupations... Je tiens à dire qu'on ne s'est pas tant engueulé que ça quand on a fait la peinture non plus. Un petit peu, mais pas tant. Raisonnablement. Alors dans nos autres surtout sur la dernière couche, on n'est pas d'accord sur la dernière couche. Moi, je vous assure qu'il manque une couche de peinture. Mais bon, bref. Ça, c'est un peu le problème de notamment repeindre des couleurs plus sombres avec de la peinture satin, qui est la plus belle, mais qui est peut-être un peu plus compliquée, légère. Voilà. Alors, du recouvrage. Sinon, ces derniers jours, on continue à soutenir les restos en commandant de temps en temps des plats à emporter. Parce que c'est important aussi de continuer à soutenir l'économie. C'est vrai que on va quand même le dire aussi, le fait de cuisiner matin, midi, soir à la maison, au bout d'un moment, on commence à manquer un peu d'idées, donc c'est chouette aussi de temps en temps de se dire qu'on commande quelque chose. Et en ce moment, Guillaume, on commande... Alors en ce moment, on commande indien. Alors pourquoi indien ? Ça fait pas mal de temps en fait qu'on se dit qu'on devrait essayer d'aller manger au restaurant et de trouver un chouette resto indien. Et puis évidemment, on l'a pas fait avant le confinement, ni le premier ni le deuxième. Et donc là, on s'est dit que on allait faire une fois par semaine un restaurant indien, parce qu'on avait, disons pendant les 2, on a fait un chouette voyage en Inde il y a 6 ans, 7 ans en arrière, maintenant 6 ans en arrière. Et on avait quand même bien apprécié ce qu'on avait mangé là-bas. Enfin, en tout cas, pendant les premiers 10 jours. Après, ça finit effectivement par devenir un peu répétitif, mais ça nous rappelle en tout cas d'excellents souvenirs. Et donc, on est super content aujourd'hui de pouvoir retrouver un peu cette nourriture et en profiter pour faire un peu un test de différents restos. Donc on vous mettra peut-être sur le podcast le vainqueur de notre test. On en a encore cette semaine, on en a fait un deuxième, on en a un troisième la semaine prochaine
pour ceux qui sont en Belgique ou qui seraient de passage à Bruxelles et qui veulent essayer, on vous mettra effectivement quel est le resto qui a gagné nos cœurs suite à notre benchmark, notre test des restos indiens. Voilà. Et puis alors, dernier point, je voulais simplement confirmer qu'on avait bien regardé le documentaire sur la voiture électrique qu'on vous avait présenté dans notre dernier podcast. C'était vraiment chouette, vraiment intéressant. Ça creusait 3 aspects notamment, donc la batterie, qu'est-ce qu'il y a dedans, la question est-ce qu'il y a des terres rares, comment est-ce que justement, notamment le cobalt est extrait. Est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent dans les mines qui extraient le cobalt? La question de l'énergie. Est-ce qu'en gros, le fait de recharger les batteries des voitures va faire exploser notre système énergétique et comment est-ce que finalement dans notre mix actuel, le fait d'utiliser la voiture électrique, ça joue. Et puis dernièrement, la question du recyclage, parce qu'on entend tout et rien sur le recyclage. Et donc, où est-ce qu'on en est exactement sur le recyclage? Qu'est-ce qui est recyclé? Voilà. Donc, on vous encourage. Il y aura une version plus courte qui devrait être diffusée à la télévision dans les prochains mois. Et voilà, c'est en tout cas un documentaire qu'on a beaucoup apprécié. Absolument. Et puis, dernier point donc, de notre rubrique tranche de couple. Alors, on a essayé ces derniers temps, je vais aller très vite parce qu'on est un peu short niveau timing, je crois. On a essayé ces derniers temps d'être un peu plus vigilant à notre temps d'écran et on s'est surtout rendu compte qu'on avait toujours un très très fort temps d'écran. Alors le fait d'être toujours à la maison, d'être toujours dans les mêmes... voilà, on ne bouge pas beaucoup, on ne sort pas beaucoup, même si on essaye de sortir et de s'aérer, ça fait aussi qu'on tourne un peu sur les mêmes choses, nos écrans. On passe de l'ordinateur au téléphone, à la tablette, à l'ordinateur, au téléphone, à la tablette. Et il faut quand même dire que cette dernière semaine, avec les élections américaines, la télé a été particulièrement allumée aussi. On a toujours une excuse, vous voyez, on trouvera toujours une excuse. Non, mais la télé, je crois j'ai jamais autant regardé la télé depuis. Ouais, si malheureusement, quand il y a des attentats ou il y a des trucs vraiment importants, c'est souvent. Ouais, mais tu l'as pas la télé. J'ai passé 3 jours avec la télé en fond, alors qu'en fait c'était pas très utile, mais c'est pas grave, c'était sympa. Ouais, mais t'aimes bien savoir à quel comté. C'est ça. Quel est l'état des. Quel comté Quel comté des États-Unis à quel nombre de 2000 voix de plus. Voilà, exactement. Pour arriver. Mais n'empêche que quand on est dans des scores aussi serrés, c'est important. Alors revenons à nos écrans et simplement pour dire que notamment en ces temps de confinement, mais de manière générale, préserver votre santé mentale est absolument essentiel. Et du coup, c'est important d'avoir un rythme, qui soit sain pour votre santé. Prenez le temps de sortir. Si comme nous, vous êtes en télétravail et que du coup vous passez de votre écran d'ordinateur à votre salon, à votre écran de téléphone et à votre écran de télévision, faire juste un petit break pour déjeuner ou dîner et puis ensuite vous remettre soit devant votre écran d'ordinateur, soit devant vos écrans de loisirs. Et prenez le temps d'aller faire une petite marche autour de votre chez vous. Prenez le temps de, prendre votre vélo si vous avez le droit de prendre votre vélo pour faire un tour. C'est important de vous aérer. C'est important aussi peut-être de prendre un bouquin ou alors de jouer à des jeux de société physiques, matériels et non pas en ligne pour que vous aériez un peu votre esprit. Allez courir, sortez, détendez-vous. Ou, par exemple, faites de la cuisine. Ou faites de la cuisine, par exemple. absolument. Allez, dernier petit point sur les fruits d'automne, Guillaume. Les fruits et les légumes d'automne. Alors, c'est pas forcément une saison très sexy quand on sait que les fruits et légumes phares, c'est à peu près les choux, les chicons, les endives, les pommes et les poires. Et en même temps, il y a tellement de chouettes recettes qu'on peut faire avec ces fruits et légumes. On vous mettra sur Twitter peut-être les recettes pour quelques-uns de nos plats favoris en ce temps d'automne, n'est-ce pas? Que ce soit le gratin de chou-fleur, aussi connu sous le nom de chou-fleur tralala dans la famille de Max. Et oui, c'est son plat préféré, je précise aussi. La tarte tatin, qui est une découverte qu'on a testée il y a 2 ou 3 semaines, je crois, qui était quand même assez chouette. Le gratin de chicon. Ah oui. Pardon. Les chicons au gratin. Grand classique. Le crumble. Enfin bref, il y a plein d'idées sympas avec des... Bah oui, le crumble. Ouais, oui. Bah oui. Oui, le crumble, c'est une chouette idée aussi. Pomme poire. Alors vous pouvez rajouter aussi, même si c'est un peu... pas très orthodoxe en termes
de bio et de respect des saisons, mais vous pourrez ajouter quelques framboises surgelées avec, parce que c'est vachement bon quand même. Donc on vous mettra quelques-unes de ces recettes au cours des 2 prochaines semaines sur notre fil Twitter et sur notre page Facebook, que nous vous invitons encore une fois, et jamais assez, à suivre et à commenter et à nous donner aussi vos avis. Ce sera toujours constructif, même s'il y a des choses qui vous emmerdent prodigieusement dans ce podcast, dites-le nous. Et s'il y a des choses que vous voulez plus entendre, dites-le nous. On vous écoute, nous sommes là. Voilà, et n'hésitez pas aussi, si vous voulez, à nous envoyer un email, tranchedecouple@gmail.com. On sera ravis d'avoir un peu de retour, un peu de feedback sur notre podcast et puis sur ce que vous avez aimé ou ce que vous aimeriez entendre. Et puis voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Comme on vous l'a dit au début, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous parce que c'est important aussi pour nous de pouvoir avoir une audience qui grandit. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Gros bisous, sortez masqués. Et à très bientôt pour de nouvelles tranches vitaminées.